Je vais passer la parole tout de suite à Beno Gross. Contrairement à tous ceux qui ont parlé aujourd'hui, oui, tout près du micro. Contrairement à tous ceux qui ont parlé ce matin, parler de Léon Ashkenazi Manitou, il n'a presque rien écrit. Ou du moins, il est connu principalement pour son enseignement oral. C'est sans doute la raison pour laquelle les organisateurs de cet après-midi m'ont dit « Tu vas parler de Léon Ashkenazi parce que tu l'as bien connu ». Il disait pour cela, je l'ai bien connu, disait-il, mais sans doute pensait-il que je ne connais pas tellement sa pensée. Et en effet, je n'ai jamais été élève de Léon Ashkenazi. Mais je crois que tous ceux qui étaient de sa génération en France sont plus ou moins ses élèves. Personne n'a échappé véritablement à son influence, bien que, effectivement, il est peu écrit. Par contre, bien que n'ayant jamais été l'élève d'Ashkenazi de Léon, j'ai collaboré avec lui lorsqu'il est venu en Eretz Israël, en Israël, à Mayanot, où nous étions très liés ensemble, et surtout, dans les dernières années de sa vie, en nous impliquant, je ne dirais pas d'une façon politique, mais en tout cas en représentant une certaine tendance à la résistance de ce qui était alors courant, c'est-à-dire d'accepter le principe politique comme essentiel. Et c'est pourquoi, la réflexion d'aujourd'hui, j'ai centré ma pensée, la réflexion sur Léon Ashkenazi, autant sur son enseignement, surtout oral, je vous l'ai dit, mais également sur sa conduite. Et c'est pourquoi j'ai intitulé la réflexion d'aujourd'hui « Penser la tradition, la notion d'identité dans la pensée de Léon Ashkenazi ». Je crois en effet que la réflexion sur l'identité d'Israël occupe une place très importante dans le parcours de Léon Ashkenazi. Elle a fait l'objet de sa part d'un certain nombre d'écrits, pas nombreux, mais tout de même très appropriés, mais également, en dehors de ses analyses théoriques, ça a été, à mon sens, un facteur déterminant dans son itinéraire spirituel. Itinéraire spirituel qui est intéressant par ailleurs, parce qu'il est représentatif d'une certaine évolution du judaïsme français. En effet, il venait d'Algérie, c'est-à-dire un endroit où, effectivement, la culture française s'était imposée précisément aux Juifs et d'une certaine manière avec beaucoup d'assimilation à cette culture. Et lui, ancré profondément dans l'enseignement de ses parents et de ses grands-parents, avait hérité effectivement de l'enseignement juif. Il parle de cette confrontation qu'il avait au lycée d'une manière constante entre la culture française et la culture juive. Eh bien, ce Sepharade est venu après la guerre, après avoir participé à la délivrance de la France comme soldat, il est venu en France et il a rencontré le judaïsme ashkénaze. Sa femme d'ailleurs sera une ashkénaze survivante de la Shoah. Manitou est dans ce sens-là représentatif de ce qui va se passer dans les années suivantes, c'est-à-dire une rencontre entre le judaïsme sfarade et le judaïsme ashkénaze. Non pas des ashkénazes et des sfaradim, mais du judaïsme ashkénaze et du judaïsme sfarade. Et d'une certaine manière, il est la synthèse de cela et il a poussé en avant une certaine dynamique de cette rencontre. Et en effet, je disais que Manitou, essentiellement, était un enseignant. Un enseignement qui avait l'art de la formule. Cette formule est très importante dans sa pensée. C'est pour ça qu'il a été difficile ensuite, lorsqu'il est venu en Israël, de la traduire directement en enseignement hébreu, car l'hébreu ne répondait pas tellement à la formulation qu'il avait donnée à sa pensée avant. C'est ainsi, ce qui me semble, que Manitou a forgé de nouvelles notions qui résumaient en une expression concise toute une attitude, une conception générale. C'est ainsi, par exemple, qu'il disait d'une façon lacunière, mais qui résume assez bien l'esprit de notre colloque aujourd'hui, le judaïsme, c'est une manière d'être homme. Cette formule lacunière disait tout de suite des choses essentielles. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une nationalité, c'est une manière d'être homme. La sous-transmission, pour lui, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, s'effectuait par les engendrements et pas seulement par une réflexion théorique.
Toldot, les enseignements. Et en ce qui concerne notre projet aujourd'hui, notre identité, je cite, fidélité au pluriel. Fidélité une et plurielle. Alors, quel que soit le sujet abordé par Manitou, on retrouve toujours une confrontation entre Israël et l'universel humain. C'est-à-dire une pensée universelle qui s'exprime dans le langage de notre temps et une recherche aux réponses aux problèmes de l'heure. On en a suffisamment parlé aujourd'hui lorsque l'on découvre, après la Shoah, le désert dans le judaïsme français et le traumatisme de ceux qui ont survécu. Alors plus particulièrement à ceux qui portent sur la survivance à travers les siècles du peuple hébreu, puisque tous ceux qui en 1945 se trouvaient en France étaient pratiquement des survivants. Donc une volonté consciente chez Manitou de traduire les concepts d'une civilisation dans la langue d'une autre civilisation, traduire la pensée juive dans la pensée occidentale. Et il voulait ainsi, on en a entendu aujourd'hui la nostalgie, forger un savoir juif à partir duquel on pourrait se confronter avec une autre civilisation. Je dis bien un savoir juif pour affirmer la présence du judaïsme au XXe siècle. Eh bien, ce savoir, chez Manitou, était fondé sur le Midrash, le Talmud, le Zohar et plus spécifiquement l'enseignement du Maharal. Ultérieurement, s'y ajoutera l'enseignement du Rav Kook, précisément du Rav Tzvi Yehuda Kook, et il y avait derrière son enseignement oral, cela n'a apparu qu'après coup, qu'un enseignement qui était fondé toujours sur des références très précises et très exactes, bien que dans la formulation qu'il donnait, cela n'apparaissait pas quelles étaient ses sources. Donc, très précisément, et peut-être contrairement à presque à tous ceux dont il a été question aujourd'hui, un ressourcement, mais un ressourcement aux valeurs juives, et plus précisément à l'hébreu, et plus précisément encore au texte, à une étude, pour comprendre, à travers ces textes, les tragédies de l'histoire juive. C'est ainsi que dans un texte que j'aime rappeler souvent, lui, il écrivait la chose suivante. C'est un article qu'il a donné au Figaro et qui a été repris ensuite dans ceux qui ont résumé ses écrits. Il disait qu'il était juif, ses enfants sont israéliens, ses petits-enfants sont hébreux. Et je me suis sûrement demandé quel est le sens de cette formule. Non, je comprends bien, il avait donné une interview, c'était une formule frappante. Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière cette formule? Est-ce qu'elle vraiment elle exprimait quelque chose? Et dans ce cas-là, je me suis dit, puisqu'il était juif, ses enfants israéliens, ses petits-enfants hébreux, est-ce qu'il y a une identité juive? Est-ce qu'il y a une continuité entre le juif, l'israélien, l'hébreu? Et s'il y a une continuité, en quoi consiste-t-elle? Est-ce qu'il n'y a pas des différences essentielles? Est-ce que c'est la même chose que d'être juif, israélien, petits-enfants et hébreux? Je pense que s'il faisait ainsi cette distinction, il pensait bien qu'il y avait véritablement, je ne dirais pas une contradiction, mais en tout cas une différence essentielle entre ces différents États. Alors je me demande quel fut l'élément déterminant de ces changements qui sont intervenus. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une évolution naturelle? Est-ce que c'est une sélection progressive qui nous amène à un progrès de cette identité? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une révolution et que chaque situation nouvelle s'établit en contradiction avec la situation antérieure? J'ai cherché dans ses écrits et il se rapporte à ce sujet. Et voici ce qu'il dit. Un système installé sur l'échec de celui qu'il remplace affronte les difficultés complémentaires des incapacités précédentes. Donc, par conséquent, il faut réfléchir sur le sens de la formule qu'il donnait. Existe-t-il, et c'est notre problème aujourd'hui, une identité authentique juive? Et si elle existe, selon quels critères peut-on la définir? Alors, la recherche d'une cohérence d'identité, naturellement, répondait en 1945 et les années suivantes à un impératif d'une génération perplexe,
totalement perplexe, perdu quant à son avenir, et a trouvé sa voie parmi les différentes adhésions qui lui étaient proposées. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes une religion? Est-ce que nous sommes une nation? Eh bien, Manitou propose de résoudre cette énigme d'une identité multiple des Juifs après la période de l'émancipation, et pour cela, il a forgé dans sa formule une formule particulière qui est une mutation d'identité. Le terme est de lui. Je crois que mutation d'identité, c'est une expression paradoxale. Une identité signifie rester conforme à ce que l'on est. Et une mutation signifie au contraire un changement. Quelle peut être l'idée d'une mutation d'identité? Alors ce thème, il le considère non pas seulement comme un thème de réflexion, mais c'est un thème d'une catégorie explicative. C'est-à-dire il emploie ce terme comme constituant une fonction essentielle. Et à mon avis, ce thème a reçu dans sa pensée, et je vous l'ai dit également dans son attitude, un statut central. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est préciser le contenu de cette affirmation. Et je crois qu'il faut s'attacher, pour la comprendre, voir d'abord que Manitou attachait à la notion d'histoire juive, Toldot, à la notion d'histoire et à l'exploration et à la connaissance du sens de cette histoire selon la vue biblique, une importance capitale. La Bible, la Torah, relate des faits. Manitou introduit dans son enseignement, essentiellement, une logique en reconstruisant la trame et les articulations selon lesquelles les événements se déroulent. Voici ce qu'il dit à la suite de celui qui fut son premier maître ashkénaze et l'a fortement influencé, Jacob Gordin. Les intuitions immédiates de la conscience juive se formulent comme une cohérence de pensée, c'est-à-dire tout de suite que les intuitions immédiates, les prises de conscience immédiates de la conscience juive se présentent à lui comme universelles. La pensée juive dans son essence se présente comme universelle. Dans ce sens, par exemple, en interprétant le premier rachis de la Torah, qui dit pourquoi la Torah ne commence pas, la Torah qui est une législation, ne commence pas par l'institution d'une mitzvah, c'est-à-dire du sens des mitzvot et d'une législation particulière, mais se présente dans la Genèse comme une histoire qui apparemment n'a absolument rien à faire avec l'enseignement de ce qu'on appelle en français la loi. Le sens législatif, vous voyez, de la loi, pourquoi est-il précédé par une préface historique? Et il résume cette attitude: la relation de Dieu à l'homme ne passe pas par l'impersonnel des lois de la nature, le Dieu des philosophes de Pascal, mais par l'histoire d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à partir de cette affirmation fondamentale que Manitou se livre à une exégèse absolument originale à l'époque des faits rapportés dans le livre de Bereshit, en soulignant, et c'est cela l'important, en soulignant et en justifiant les motifs de l'émergence de nouvelles fécondités en vue de l'engendrement d'une humanité capable de réaliser le projet de la création et du Créateur. Histoire biblique, par conséquent, qui éclaire non pas le judaïsme, mais qui éclaire surtout le problème du destin de l'homme à l'échelle universelle. Par conséquent, l'histoire juive, et c'est ainsi qu'il résume alors ce sens de l'histoire même, se caractérise d'après lui par trois périodes principales que je résume rapidement. Une première période marquée par la formation du peuple hébreu autour d'une expérience cruciale d'une relation directe entre Dieu et son peuple. Période durant laquelle la vie de la nation se déroule selon la visée de l'accomplissement de la Torah pour la réalisation concrète d'une société se plaçant sous le signe du monothéisme hébreu. Il appelle cette période de la nation. Et il la caractérise de la manière suivante, que le signe du monothéisme hébreu se manifeste par celui de l'unité des valeurs selon le paradigme de l'histoire des patriarches. C'est ainsi qu'il s'interroge. Pourquoi la tradition juive a-t-elle trois fondateurs?
Abraham, Yitzhak et Yaakov, et non un seul, comme toutes les grandes traditions religieuses. La réponse qu'il donne, c'est qu'il fallait d'abord l'homme qui représente la vertu de charité, on en a parlé ce matin, d'Abraham, puis celui qui représente la vertu de rigueur, Isaac, on l'a appelé aujourd'hui le grec, la vertu de rigueur, mais qui, d'après cette pensée-là, se trouve dans la pensée juive même et non pas extérieure, pour qu'enfin arrive l'homme qui représente la vertu de vérité ou unité de valeur. Les patriarches, personnages historiques, saisis à travers l'exégèse comme porteurs d'une signification universelle, et il est très évident que, suivant la Kabbale, reformulée par Manitou, qui retrouve alors cette idée que le judaïsme, c'est l'unité des valeurs. Et voici comment il le déclare. Car il y a une morale juive. Une morale juive, et c'est celle de l'unité des valeurs. Et il la confronte tout de suite à d'autres civilisations. Dans les autres civilisations, on choisit un idéal moral qu'on privilégie par rapport aux autres. Une valeur est mise en avant. Dans l'Occident chrétien, par exemple, c'est la charité. Et on renvoie la justice dans le futur. Alors que dans le monde socialiste, c'était la valeur de justice collective qui était érigée en absolu, et on renvoyait la vie privée à l'idéal de la charité personnelle. La conscience morale juive, à l'opposé, c'est l'unité absolue des valeurs. Et par conséquent, il y a donc, à cette époque, qu'il appelle période de la nation, un essai de faire vivre cet héritage essentiel des patriarches, à savoir que toute la législation qui en découle est celle de l'unité des valeurs. Cependant, cet effort qui se trouve réalisé pendant près de 400 ou 500 ans aboutit à un échec. Impossible de réaliser dans la société juive qui est entrée dans Palestine, elle est entrée en Eretz Israël, cet idéal-là. Elle aboutit à un échec. Et si elle aboutit à un échec, elle a pour conséquence la disparition de la nation, ou plus exactement la dispersion de la nation, qui se fait lors de la destruction du premier temple, ensuite la destruction du second, et la nation doit alors, en 70, c'est-à-dire donc au premier siècle de l'ère commune, renoncer à se doter d'un État. Elle le fait certainement sous la pression des événements, la conquête romaine et la dispersion, mais également par l'acceptation plus ou moins volontaire de cette situation. C'est-à-dire, je voudrais réfléchir sur cet échec. Qu'est-ce que ça veut dire, cet échec? Ça veut dire qu'il y a incompatibilité entre l'existence politique et la réalisation de cette unité des valeurs. C'est une utopie. On ne peut pas la réussir. Et donc, il y a une inadéquation entre un peuple qui recherche la sainteté et, s'il veut garder cette sainteté, il faut qu'il se retire de la politique. C'est imposé par les événements, mais d'une certaine manière, c'est accepté par la communauté juive. Et par conséquent, la réalisation de cette unité des valeurs est repoussée, je ne voulais pas dire au calendrier grec, mais au calendrier juif, c'est-à-dire par conséquent au temps messianique, où la moralité régira les rapports des personnes et les rapports entre les nations. Et d'ici là, eh bien, nous sommes condamnés à la dispersion. Deuxième période. Normalement d'ailleurs, cette deuxième période, c'est très important. Le judaïsme aurait dû disparaître, les juifs auraient dû disparaître. Mais ils ne disparaissent pas. Ils ne disparaissent pas. Vient une seconde période que Manitou appelle alors, et il appelle d'une manière très caractéristique, une stratégie de survie. Une stratégie de survie. Le judaïsme invente à ce moment-là, pour ne pas disparaître, il invente de se restreindre. Et de se restreindre dans ce sens, en fondant une identité qui n'est plus comme l'identité naturelle, je dirais, de la formation de la nation, mais d'une identité qu'il appelle une identité juive. Une identité juive, effectivement, je cite à ce moment-là, l'être juif est lui-même, l'être juif, donc par rapport à l'identité hébraïque, l'être juif est lui-même le résultat
d'une mutation de l'être hébraïque. C'est à l'époque de cette mutation, dit-il fort intelligemment, que nous avons opéré notre passage à la modernité. C'est à ce moment-là, en nous percevant déjà comme donné, c'est moi qui souligne, à une tension historique entre notre existence quotidienne et notre identité de référence. Et dans la parole et l'écrit. J'ai trouvé en lisant cela que sur bien des points, Manitou, bien avant qu'il ait connu même ce texte, rejoint le texte du Rav Kook dans Oroth, que j'ai moi-même commenté récemment dans un livre qui s'appelle « L'évolution des idées en Israël ». Mais nul doute que Manitou rejoint ici un des fondements essentiels de la pensée du Rav Kook. Et c'est dans ce sens que je comprends que la dimension qui relie cette deuxième période se traduit alors, c'est très intéressant pour lui, par la distinction entre Sfaradim et Ashkenazim. C'est à ce moment-là, avant, il n'y avait pas de Sfaradim et d'Ashkenazim. C'est dans la dimension juive, c'est-à-dire dans cette période juive, qu'il y a des Sfaradim qui vivent dans le cadre de l'islam et d'autre part dans le cadre des peuples chrétiens. Et pour lui, lorsqu'il parle de cela, il parle beaucoup moins de Sfardim, d'Ashkenazim, il parle d'héritiers d'Ismaël et d'Ésaü. C'est-à-dire, il place cette situation-là dans une perspective biblique et il la traduit par conséquent dans ses commentaires, dans ses catégories, je dirais. Et il ajoute cependant que, bien que les héros de cette période, Ismaël et Ésaü, ne sont plus aujourd'hui exactement les mêmes, la chrétienté et l'islam, mais il y a une certaine filiation. Ce sont ces catégories sur lesquelles Manitou réfléchit. Nous allons voir tout à l'heure, j'espère avoir le temps de le montrer encore, que cette intuition de Manitou rejoint certaines données essentielles de l'ethnologie moderne. Deuxième période qui relie la dimension du passé hébraïque à un présent qui maintenant n'est plus une expérience d'une nation qui essaye de se conformer et de s'introduire, mais qui maintenant réfléchit sur cette identité et qui par conséquent maintenant essaye de reconquérir par la connaissance, par l'exigence des textes, ce qui la relie à ces événements fondateurs. Statut, stratégie de survie. Statut nécessaire, mais provisoire. Statut nécessaire, mais provisoire. Et conçu comme provisoire explicitement, qui devait cependant durer 2000 ans. Au point que certains considèrent aujourd'hui que ce statut que Manitou affirme être provisoire et nécessaire est présenté comme un véritable destin continuel. Vient une troisième période qui est celle d'après l'émancipation, d'après la Shoah, la naissance du sionisme. Une troisième période qui est une restauration possible, dis-je, de la nation juive, qui prend conscience avec de plus en plus d'évidence que l'identité juive est celle d'un peuple, une destinée collective. L'identité d'Israël est bien celle que la Bible la présente et que l'histoire juive incarne et que les circonstances nouvelles du développement des États de droit et de la technologie permettent à présent de reconstruire. Elle s'exprime avant tout par une solidarité inconditionnelle à l'histoire juive et semble irréversible à l'échelle collective. Si j'en avais le temps, je continuerais à réfléchir sur la manière de Manitou. Mais je m'arrête un instant en disant que les intuitions qui sont présentes dans cette manière de présenter l'histoire juive me semblent tout à fait correspondre, et maintenant je parle dans mon langage, dans ce que les ethnologues modernes ont trouvé. Cela devrait nous permettre de répondre à la question suivante, fondamentale, que je me suis posée. Manitou dit « Je suis juif, mes enfants sont israéliens, mes petits-enfants seront hébreux. En conséquence, il pense qu'il est possible qu'après la période juive puisse venir une période hébraïque. Est-ce possible? Peut-on aujourd'hui revenir à être des Hébreux après que 2000 ans semblent être comme un destin? Et je voudrais vous dire
que, effectivement, cette question se pose d'une façon cruciale aujourd'hui. C'est pourquoi il me semble nécessaire d'éclairer la pensée de Manitou, qui, comme j'ai essayé de vous le présenter, mais il aurait fallu plus d'exemples, dans la pensée kabbalistique, biblique, talmudique, elle peut s'exprimer, elle peut se comprendre, à mon avis, également à la lumière de l'ethnologie moderne. C'est ainsi, comme référant aux travaux de Maurice Godelier sur la naissance des sociétés, je dirais que la première période que Manitou appelle fort bien la période de la nation, en quoi est-ce qu'elle se caractérise? Elle se caractérise par le fait que, comme toutes les sociétés, et non seulement la société juive, se sont fondées d'abord sur une expérience du sacré. Godelier, qui n'est ni juif ni chrétien, qui est un sociologue qui recherche, nous dit que toutes les sociétés ont d'abord une représentation collective et que la représentation collective de la société des Hébreux se manifeste alors par la prophétie, par cette idée qu'il y a des prophètes, que Dieu parle à l'homme et que l'homme, d'une façon immédiate, se conforme à cet appel. Donc c'est un comportement, ce n'est pas un énoncé intelligible. J'ai appelé ça une expérience d'une nation qui est en train de naître et qui se comporte d'une certaine façon sans donner une conceptualisation codifiée à ce qu'elle est. C'est simplement une expérience qui se traduit par une certaine forme de vie. Et ces règles de comportement collectif sont intériorisées par les individus, un groupe de groupes, comme une seconde nature, sans qu'ils éprouvent le moindre besoin de lui donner un énoncé dogmatique et théologique. L'appartenance au groupe est déterminante. C'est vrai pour l'ensemble des sociétés, mais c'est particulièrement vrai si on le voit de la manière dont Manitou interprète cette première partie, et je trouve que sa réflexion, en la titrant « La période de la nation » est tout à fait pertinente. Deuxième période, eh bien, le peuple se disperse, je vous l'ai vu dit. Et à ce moment-là, qu'arrive-t-il? Il arrive, il faudrait un autre exposé pour cela, qu'au-delà de cette réflexion comportement naturel et national, dans lequel chaque individu se comporte d'une façon selon la représentation collective, cette représentation collective se perd et naturellement, nous assistons alors au remplacement, à la mutation du judaïsme hébraïque, tel que je vous l'ai décrit, à quoi? À un judaïsme individualisé. On dit d'habitude que cette période se caractérise par la perte de la prophétie. Mais pourquoi y a-t-il perte de prophétie? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y a perte de prophétie? Cela signifie désormais que ce n'est plus la représentation collective qui nourrit la représentation individuelle que chacun peut avoir de son rapport au collectif. Cette individualité devient essentielle et elle doit par conséquent se traduire par des dogmes, par une théologie, et c'est effectivement ce qui se passe au Moyen-Âge. Caractéristique particulière à ce sujet, la réflexion de Rabbi Bechaye Ibn Pekouda, qui à un certain moment, au XIIe, XIIIe siècle, s'interroge, est-ce qu'il y a dans le judaïsme des réflexions sur la pensée juive, ou est-ce que le judaïsme est uniquement une certaine façon de se comporter? Voilà ce quoi il s'interroge. Et je comprends bien que c'est à cette période-là qu'il y a des Sfardim et des Ashkenazim, c'est-à-dire qui se mesurent à la civilisation ambiante et qui est obligé alors de se formuler dans un énoncé théologique. Il me reste 1 minute d'après Gérard pour vous dire l'essentiel. C'est-à-dire que, je passe à la conclusion. L'identité... Qu'est-ce que ça veut dire redevenir aujourd'hui hébreu? Est-il possible de revenir par conséquent à cette manière naturelle de vivre, cette formation de la nation? Je répondrai de la façon suivante. Réponse que je donne personnellement. Effectivement, ce que Manitou a compris, me semble-t-il, et ce qu'il importe à notre génération de comprendre, c'est que la Shoah et tout ce qui s'est passé durant le XXe siècle a amené le peuple juif, où qu'il soit, et quelle que soit sa situation, à prendre conscience d'une chose, que notre destin est le destin d'une collectivité. Nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et de Jacob, c'est-à-dire d'un peuple. Et notre destin
est essentiellement le destin d'un peuple. Aujourd'hui, revenir à l'hébreu ne signifie pas revenir forcément à ce comportement naturel que lorsque la nation s'est formée, puisqu'entre-temps, il y a eu une réflexion sur la théologie et sur la pensée juive. Mais cela revient à reprendre conscience, aussi bien pour les religieux que pour les non-religieux, de la même manière que signifie une collectivité essayant de vivre dans la continuité, je dirais, de ce que l'histoire juive a représenté, c'est-à-dire la découverte d'un monothéisme et de ce que Manitou appelle l'unité des valeurs. C'est pourquoi dans la minute qui reste, bien qu'il faudrait toute la journée pour le dire, l'identité d'Israël est en conséquence une identité dynamique, étroitement liée aux fluctuations de la vie. Elle consiste essentiellement dans un rapport avec le monde qui se construit en conservant une référence permanente à ce que Paul Ricoeur appelait les événements fondateurs. La vie, l'histoire mettent à jour de nouvelles possibilités inédites qu'il convient d'exploiter en vue d'une réalisation jamais abandonnée du projet divin pour la création, parce que c'est cela qui est le nerf vital de l'existence de notre peuple. Nous avons la conviction que quelque chose d'important se trame à travers notre destin, une force vitale que notre tradition nous enseigne à considérer comme la volonté divine est à l'œuvre, qui force le peuple juif à exister sur le signe d'une recherche inlassable de l'idéal. Et paraphrasant la parole du poète, je dirais, le juif est condamné à vivre métaphysiquement dans le monde, et nous n'avons jamais cessé de l'être, nous continuons maintenant de l'être en retrouvant le sens de l'essentiel, c'est-à-dire de la vie collective et de ce que le peuple juif représente aujourd'hui comme hier en fonction des nations. Merci beaucoup Beno Gross, merci beaucoup pour cet enseignement et cette flamme que je lui connais depuis toujours et qui fait qu'on a toujours du mal à le retenir comme un pur sang de presque 90 ans.